Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Élection présidentielle à Djibouti. Les électeurs sont appelés aux urnes le 9 avril prochain. Mais qu'en est-il du temps de parole accordé aux candidats en lice? Vous verrez qu'un tirage au sort a été fait au Conseil national de la communication. Les pays du G7 entendent soutenir les pays en développement pour mieux répondre à la crise du Covid dans ces États submergés par les conséquences de la crise. Explications et décryptage à suivre dans ce journal. Puis Rwandair qui vaccine son personnel contre le coronavirus. Les employés basés dans la capitale Kigali et tous les membres d'équipage ont d'ores et déjà reçu la première dose. Mais avant de développer ces titres, d'abord cette déclaration du président Emmanuel Macron au sujet de la Libye. Nous avons une dette envers la Libye très claire, une décennie de désordre. Les mots du chef de l'État français adressés à des responsables libyens, c'était ce mardi à l'Élysée. Des mots qui sonnent comme l'aveu d'une erreur au sujet de l'intervention de 2011 contre l'ancien président libyen Mouammar Kadhafi, intervention encouragée à l'époque par le président français Nicolas Sarkozy, un aveu d'une culpabilité qui, pour certains analystes, laisse entrevoir une volonté de la France de reprendre pied en Libye. Pouvoir et opposition en ordre de bataille à Djibouti pour l'élection présidentielle. Le chef de l'État sortant, Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis plus de 20 ans, brigue un 5e mandat. Face à lui, une opposition pour qui l'élection serait déjà jouée d'avance et à quelques jours de ce scrutin prévu le 9 avril. La régulation du temps de parole dans les médias est l'une des questions qui se posent actuellement. C'est un sujet de la rédaction. Tirage au sort au siège du Conseil national de la communication de Djibouti. Le hasard a décidé mardi que ce sera Zakaria Ismaël Farah, le candidat indépendant challenger d'Ismaël Omar Guelleh, le président sortant qui s'exprime en premier sur tous les contenus relatifs à la campagne électorale dans les médias publics du pays. Lors des joutes électorales de la présidentielle du 9 avril, l'organisme indépendant aura pour mission d'assurer le pluralisme de l'information et un accès équitable aux médias en période électorale. Nous, en tant qu'organe de régulation, nous allons suivre scrupuleusement et d'une manière très minutieuse tout le déroulement de la campagne, aussi bien de la couverture médiatique audiovisuelle, c'est-à-dire quant au temps d'antenne. Nous, notre rôle est effectivement, quand il s'agit de l'audiovisuel, de décompter le temps d'antenne, les minutages, de suivre les minutes. Afin de favoriser un climat apaisé lors des débats électoraux djiboutiens, les journalistes ont été invités à signer une charte de bonne conduite visant à respecter la déontologie dans le traitement des informations. La commission nous a présenté tous les travaux qui seront mis à notre charge et nous ont rassuré que durant toute la campagne, la communication se fera dans l'équité et l'égalité. Tout a été réparti équitablement, légalement. On est très rassurés et c'est vraiment encourageant pour la démocratie djiboutienne. Créée en 2016, la Commission nationale de la communication a entre autres pour mission d'assurer un accès équitable aux médias en période électorale. Depuis l'instauration en 1992 du multipartisme au Djibouti, c'est la première fois qu'un organisme joue ce rôle. Dans l'actualité également, l'ouverture ce mercredi 24 mars en Côte d'Ivoire du premier procès du massacre de Douékoué lors de la crise post-électorale. C'était le 29 mars 2011. Des milices ont pris Douékoué dans l'ouest du pays. La ville est alors le lieu d'un massacre qui a fait plus de 800 morts selon le Comité international de la Croix-Rouge. L'ex-chef de milice, Amadé Oureiri, est comparu devant la cour d'assises d'Abidjan. Arrêté en 2013, il est accusé d'être l'un des artisans du drame. Il comparaît seul. Le procès doit se poursuivre ce jeudi. Les ministres des Finances des pays industrialisés du G7 sont d'accord pour une nouvelle émission de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Un accord pour soutenir les pays en développement dans le contexte actuel marqué par les multiples impacts de la crise sanitaire. Aïssa Toubari.
Le G7 va soutenir l'émission de droits de tirage spéciaux d'un montant de 650 milliards de dollars pour les pays en développement afin de mieux répondre à la crise du Covid-19. Cet accord conclu entre les membres du G7 ouvre la voie à une action cruciale et concertée qui devrait garantir une relance économique des pays à faible revenu. Il s'agit aujourd'hui d'une étape très importante et stratégique en ce qui concerne le droit d'émettre à nouveau des droits de tirage spéciaux par les ministres des Finances du G7. Les DTS sont notre chance d'accomplir quelque chose de transformationnel pour un grand nombre d'économies frontières. Selon le FMI, cette allocation va augmenter substantiellement les liquidités des pays sans alourdir le fardeau de la dette. Rappelons que cette nouvelle émission de DTS pour fournir de la liquidité aux pays concernés sera la première depuis 2009, juste après la crise financière qui a conduit à la grande récession. Je ne peux pas considérer pour ma part qu'une institution qui a failli dans ces 3 missions qui lui avaient été attribuées au moment de sa création en 1946, je parle du Fonds monétaire international, et qui survit simplement comme un gendarme des nations industrialisées pour favoriser la spoliation des ressources des pays en voie de développement, puisse être d'une quelconque utilité au développement des pays en voie de développement. Les DTS sont le produit de l'échec du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international tel qu'il a été créé par des accords de Bretton Woods avait 3 missions et qu'il n'a pas réussi à accomplir au moment où on l'a créé. Après avoir échoué la mission de la stabilité des taux d'échange et la mission de la convertibilité totale du dollar en or ou de l'or en dollars. Ce sont ces échecs-là qui me font toujours penser que nous sommes en train de confier notre destin à un fantôme qui n'existe pas en notre faveur. La facilité de liquidité et de viabilité est un autre moyen important d'aider les pays africains à accroître leur liquidité. Dans le cadre des discussions sur le DTS, il a été convenu que le G7 travaillerait avec les FMI pour progresser dans le renforcement de la transparence et de la responsabilité concernant l'utilisation de ces fonds. Près de 49 millions d'Africains pourraient être plongés dans l'extrême pauvreté en raison de la pandémie. Mais d'après les analyses de la Banque africaine de développement, l'Afrique devrait toutefois connaître un rebond de croissance économique de plus de 3% en 2021, des prévisions sur lesquelles pèsent de nombreux doutes au regard de l'impact de la pandémie qui a aggravé la pauvreté sur le continent et qui a causé aussi l'effondrement de plusieurs économies. Philomène Tine. En 2021, l'Afrique devrait se remettre de sa pire récession économique enregistrée en un demi-siècle selon la Banque africaine de développement. Cependant, cette relance devrait être soutenue par une reprise du tourisme, un rebond des prix des matières premières et la levée des restrictions induites par la pandémie indique l'institution financière. Les prévisions de la Banque africaine de développement, qui estime que le continent africain va créer une richesse aux alentours de 3,4%, reste assujetti à des hypothèses socio-économiques, notamment l'accès à l'ensemble des pays africains au vaccin de Covid-19. La deuxième hypothèse est que, selon la Banque africaine, si les pays africains ont accès au vaccin, les flux financiers provenant de la diaspora pourront permettre à ces économies de pouvoir renforcer leur capacité de résilience face aux chocs extérieurs liés au ralentissement de la demande internationale, notamment du côté de la Chine, des matières et des métaux provenant essentiellement du continent africain. En termes de région économique, l'Afrique du Nord aura la meilleure performance en 2021 avec un taux moyen attendu à 4% par la BAD. Viennent ensuite les régions australes et centrales avec un taux de 3,2% chacune. Une croissance de 3% est attendue pour la région d'Afrique de l'Est. Celle ouest ferme la marche avec 2,8% de croissance. Il est évident que l'Afrique du Nord reste moins vulnérable parce que ce sont des économies moins extraverties comme les économies subsahariennes. Et lorsqu'on regarde que la plupart des économies d'Afrique australe sont essentiellement des économies minières, que ce soit le Zimbabwe et le Botswana, nous pourrons voir l'Afrique australe qui va jouer le rôle de challenger, l'inclusivité de cette croissance économique prévue pour 2021. En 2021, 11 économies africaines connaîtront une croissance économique supérieure ou égale à 5%, dont 10 seront au-dessus de 5%.
L'accès à l'eau potable est une lutte de tous les instants pour les habitants du Niger. Et dans le Niger rural, 64% de la population n'a pas accès à une eau salubre. Du côté du gouvernement, on parle de plusieurs centaines de milliards de francs CFA d'investissement ces dernières années pour tenter d'améliorer la situation. Seulement voilà, seule une infime partie des habitants du pays n'a pu entrevoir ces quelques progrès annoncé par le gouvernement. Joël-Marie Ballot. Dans le cadre de la célébration chaque 22 mars de la Journée mondiale de l'eau, le gouvernement nigérien dresse un bilan du niveau d'accès à l'eau potable au sein de sa communauté. En effet, en 8 ans, près de 800 milliards de francs CFA ont été investis pour améliorer l'accès à l'eau potable au Niger. Grâce à cette mobilisation de fonds, les populations rurales ont bénéficié de 22 374 infrastructures hydrauliques modernes, près de 118 000 branchements sociaux et 1864 bornes fontaines publiques réalisées en milieu urbain. Ces réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du programme de Renaissance ont contribué à faire évoluer le taux de couverture géographique de 68,60% en 2015 à 72,39% à fin 2020 et d'augmenter le taux de desserte à l'eau potable de 73,75% en 2010 à 99% en 2020. Malgré des avancées dans le secteur hydraulique, la desserte en eau potable dans les zones rurales reste à améliorer. Pour des millions de Nigériens, diverses stratégies doivent être mises en place. Le transport par voie de canalisation de l'eau des zones de forte productivité vers les zones déficitaires, la réalisation tout le long des fleuves des stations de traitement et de pompage. L'augmentation de la population dans le pays entraîne souvent la surexploitation des infrastructures et des ressources hydrauliques existantes et met en péril l'approvisionnement en eau, ce qui doit amener le gouvernement à mobiliser davantage de ressources pour renforcer les infrastructures hydrauliques. Il faudra également mettre l'accent sur l'utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs d'activité et garantir la viabilité des retraits et de l'approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d'eau en lien notamment avec le changement climatique. L'accès à l'eau potable et à un système d'assainissement efficient demeure un véritable enjeu pour le développement du Niger. Le gouvernement salue de fait les efforts consentis par certains organismes internationaux qui leur octroient de façon régulière des financements pour améliorer ce secteur d'activité. Le Rwanda est l'un des premiers pays africains à avoir reçu des vaccins Pfizer-BioNTech. Le pays d'Afrique de l'Est a reçu il y a quelques semaines 340 000 doses du dispositif onusien COVAX de deux laboratoires européens et poursuit sa campagne lancée en février, une campagne de vaccination qui se poursuit actuellement du côté de la compagnie aérienne Rwandair. Samantha Saberou Sabubanga. Afin de protéger ses employés et restaurer la confiance des passagers, Rwandair a fait vacciner son personnel. L'information a été donnée par la compagnie aérienne nationale. Aussi, le personnel non aérien de l'aéroport international de Kigali a également été vacciné, informe le transporteur. La compagnie nationale Rwandair pour vacciner tout son personnel. Parce qu'il faudra savoir que le Covid passe beaucoup plus par les personnes et surtout les personnes venant des pays européens. Et comme cette compagnie porte et transporte des gens de différents horizons, nous connaissons la promiscuité qui se trouve dans un avion. Il est évidemment clair pour les passagers d'être en sécurité, sachant que les personnes qui les gèrent, qui les donnent à manger, qui s'occupent d'eux, sont protégées, ne pourront peut-être pas contaminer et de même que ces personnes qui travaillent dans ces compagnies ne seront pas contaminées par les passagers. Rwandair devient ainsi la première compagnie aérienne d'Afrique à faire vacciner l'ensemble de son personnel. Outre le personnel de Rwandair, celui des autres compagnies aériennes opérant également à l'aéroport international de Kigali, la capitale du Rwanda, ont reçu leur vaccin contre le Covid-19. Donc c'est une très bonne initiative de faire vacciner le personnel de ces compagnies aériennes. Toutes les compagnies aériennes devaient prendre cet exemple pour pouvoir rassurer la population et les personnes voyageant dans ces différentes compagnies. Notons que Rwandair est également la compagnie africaine pionnière à participer à l'essai de l'application mobile pour aider les passagers à gérer facilement les informations sur le Covid-19, sur les tests ou les vaccins. Il s'agit ici d'une sorte de laissez-passer de santé numérique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.